Allez. Moi, t'as pas une salle hostile, hein. Apparemment, j'ai des amis ici, hein. Est-ce que les micros sont ouverts? Oui, vous vouliez dire un mot, Jean-Luc Mélenchon? Il marche? Est-ce que le micro de Jean-Luc Mélenchon marche? Ce serait important. Je vous passe le mien. Bonsoir. Apparemment, j'ai des amis ici aussi, hein. Bon, alors, allô. On va respecter Merci. ceux qui ne le sont peut-être pas. Alors, rebonjour et merci infiniment à tous d'être là aussi nombreux. Si ça marche? Ouais, c'est bon. Ça y est, c'est bon ce coup-là. Oui, ça y est, ça marche. Merci beaucoup. Hein. On est ensemble pour une bonne heure et demie, dont vous connaissez maintenant le déroulement. On va commencer par converser, débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis, dans la dernière demi-heure, des micros circuleront dans la salle. Et alors, une revendication est venue du haut de la salle, du balcon, que je salue. Des micros seront à votre disposition également là-haut tout à l'heure. Et Jean-Luc Mélenchon donc pourra dialoguer directement avec vous. Je le disais tout à l'heure, peut-être que certains d'entre vous ont pu assister à la rencontre avec François Hollande. Il était important pour nous de pouvoir poser aux différents candidats à l'élection présidentielle qui vont se succéder ici à Grenoble jusqu'à dimanche, un certain nombre de questions communes qui ne sont pas nécessairement les questions classiques du journalisme politique, mais pour avoir voilà des visions différentes. Et on va commencer avec vous, Jean-Luc Mélenchon, par cette première question qui est de savoir, au fond, ce qui anime l'idée, la valeur, la passion, je vous laisse le choix hein, des mots, qui animent votre combat politique dans ce moment très précis de la campagne. C'est vraiment une question étrange, cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juge? J'ai pas compris. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est l'égalité? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que vous voyez Tout ça. Tout ça, oui. Mais est-ce qu'il y en a une en particulier? Non, mais alors pour être sérieux, ce n'est pas une affaire personnelle qu'une élection comme celle-ci. J'incarne dans ce moment quelque chose de. Je porte le drapeau, je marche devant. Enfin, choisissez l'expression que vous voulez. D'un collectif, d'une idée à géométrie, à plusieurs angles. Premièrement, il s'agit pour nous, le Front de gauche, de notre première offensive pour essayer de donner le pouvoir à ceux que nous voulons représenter. Et en même temps, nous construisons une force politique nouvelle qui s'inscrit dans la tradition de l'histoire de France, une certaine histoire politique de France, la continuité du socialisme révolutionnaire républicain, qui a failli disparaître de la carte et qui est de retour à travers ma candidature et celle du Front de gauche. Alors, je suis donc de ce point de vue pas du tout concentré sur mon état d'esprit personnel. C'était pas le sens de ma question. D'accord. Même si c'est beaucoup de bonheur, il faut le dire, en même temps que beaucoup de fatigue. Non, la valeur que nous portons dans ce moment de l'histoire du pays et du continent, parce que je ne dissocie jamais ce qui est en train de se produire en France de ce qui va se produire ou est en train de se produire dans toute l'Europe, c'est la révolution citoyenne. C'est ce que nous entreprenons de faire. Nous ne savons, et tout participe de cette démarche. La campagne que nous menons est un moment de la révolution citoyenne. Alors, est-ce un petit moment? Est-ce un grand moment? Est-ce que nous allons être rattrapés par des événements qui vont faire que cette révolution va s'autonomiser par rapport à l'effort que nous faisons, ou bien est-ce que ce sera une étape modeste de préparation, d'accumulation de force, d'éducation collective pour élever le niveau de conscience collective? Voilà, ça c'est l'histoire qui va le répondre. C'est ce qu'il y a d'exaltant à être un être humain, c'est qu'on fait l'histoire. Mais pour compléter et insister sur la question de Nicolas, même si vous ne la comprenez pas, on va essayer de devenir compréhensible. Je vais y arriver, vous allez voir, monsieur Safran, donnez-vous du mal. Vas-y mollo, Maurice, tu vas t'en ramasser une. Vous étiez un vieux militant socialiste, vous avez fini par quitter. Vous étiez un vieux militant socialiste, vous avez fini par quitter
le Parti socialiste, rejoindre, créer, participer, conduire le Front de gauche. Malheureusement, c'est la Ve République, donc vous êtes le chef qui porte ce Front de gauche à cette élection-là. Pour quelles raisons fondamentales, pour quelles valeurs vous avez quitté le Parti socialiste pour rejoindre le Front de gauche? C'est d'une certaine façon voilà, la même question que celle de Nicolas. Oui. Non, mais ça, c'est beaucoup plus simple. C'est pareil. À comprendre. Non, mais c'est maîtrisable, si vous voulez. Ça n'a pas ce côté égotique que je trouve absolument insupportable de l'élection présidentielle et de la Ve République, mais qui conduit les gens à des débordements absolument ridicules. Et c'est vous qui répondez aux interviews dans le gala, hein, c'est pas moi. Oui, oui. Mais vous savez quoi? J'ai bien fait de le faire. Ah non, mais ça, c'est votre choix, c'est pas le mien. Hein. Mais répondez à ma question, alors. Attendez, Oui. il y en a deux, parce que Demorand mérite d'avoir sa réponse aussi. Tant que c'est une réponse, ça me va. Hein. J'ai dit les délires égotiques. Je vais bien me faire comprendre, Nicolas Demorand. L'interview de ce journal correspond à... Alors, on vous pose des questions. Je n'ai répondu que ce qui concernait... Ça avait l'air de l'intéresser, elle, pas moi. C'est pas moi qui choisis les questions, vous le notez. Et j'ai répondu sur des choses qui me concernaient, moi, sur mon enfance, ça avait l'air de l'intéresser. En faisant en sorte qu'aucun des miens ne vienne à être impliqué dans mes réponses. Quand je parle de délire égotique, je vais vous donner un exemple dont nous avons été rendus témoins hier soir. Je connais François Hollande, qui est un homme tout à fait raisonnable. Je le connais depuis longtemps. Nous avons des désaccords politiques, mais sur le plan humain, je le considère comme quelqu'un d'assez posé et équilibré. Et hier soir, on l'a entendu dire des choses qui ne sont pas raisonnables. Il dit à un moment donné, il parle des qualités exceptionnelles qu'il se reconnaît. À un autre moment, on lui dit « mais vous n'êtes plus le même ». Il dit « oui, mais la transcendance de l'élection ». Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? La simplicité citoyenne et civique, c'est de dire « je fais une tâche, je propose un programme, on insiste, on vous dit « est-ce que vous vous sentez capable de le porter ?» Ben, ma foi, oui, la preuve, je suis là. Et puis voilà, il faut rester dans la simplicité des mœurs démocratiques. Alors je repose ma bête question politique. C'est ça le délire égotique, c'est quand quelqu'un sait plus où il en est, il se sent obligé de parler de lui comme ça. Oui, mais c'est vous qui l'avez vu dans ma question, c'était une question sur des valeurs. Donc je repose ma bête question et sur politique. Des idées. Quelles sont les valeurs ancrées en vous qui a fait qu'à un moment vous avez décidé de rompre avec votre famille politique pour créer le Front de gauche? Voilà. Ce ne sont pas des valeurs, car ces valeurs, je les partage avec beaucoup de personnes, notamment avec la plupart des socialistes. Ma culture vient du mouvement socialiste, même si elle a brassé beaucoup d'éléments du communisme, et comme chacun le sait, puisque j'ai été trotskiste dans ma jeunesse, que je suis très républicain, donc je suis tout ce mélange qui, au fond, ressemble à la moyenne de ce que sont les gens de gauche aujourd'hui, quelle que soit leur appartenance partidaire. Nous sommes tous devenus un peu ceci, un peu cela, bon, et moi je me sens tout ça à la fois, c'est-à-dire à la fois écologiste, à la fois communiste, à la fois socialiste, voilà. Donc ça c'est pas les valeurs le problème, c'est même pas les principes d'action sont souvent les mêmes. Nous sommes tous partisans de la République, nous sommes tous partisans de la démocratie, même si nous avons des interprétations différentes de la meilleure manière de les mettre. Donc c'est pas du tout ça la question. La question c'est celle de l'évaluation du moment politique et de ce qu'il faut faire face à ce moment politique. Voilà. Je diverge absolument et radicalement avec l'évaluation que la social-démocratie internationale fait du moment dans lequel nous sommes. Ils sont persuadés à l'ancienne, comme au XIXe siècle et comme pendant une grande partie du XXe siècle, qu'il suffira de remettre du charbon dans la machine capitaliste pour qu'on finisse par recueillir une partie des avantages sociaux dans le mouvement que l'on obtenait autrefois. Je pense qu'il est nécessaire d'opérer une rupture avec le capitalisme de notre époque tel qu'il est. Voilà. C'est parce que il a changé de nature, ce capitalisme, et il implique donc un changement de réponse politique. Il s'est produit à l'intérieur du capitalisme une mutation qui a laissé la social-démocratie sans voix. Je peux en parler avec d'autant plus de talent que j'ai été aussi parmi ceux qui restaient sans voix, se demandant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que rien ne se passe comme prévu, hein? Pourquoi est-ce que plus nous faisons de l'intégration en Europe, au lieu d'avoir comme résultat plus de citoyenneté et plus d'État social, nous avons tout le contraire. C'est-à-dire que la doctrine socialiste, pour l'essentiel, c'était que plus on intégrerait l'Europe et plus on aurait en retour de l'acquis social
et du pouvoir citoyen. C'est le contraire qui se passe. Alors il y a deux possibilités pour expliquer le phénomène. Le premier, c'est la vision policière. Dire c'est normal, c'est tous des traîtres. Bon, c'est pas ma façon de voir. Pour moi, 1983, par exemple, c'est pas la trahison de François Mitterrand. C'est l'impasse d'une stratégie, et au moment où elle entre en impasse, personne ne sait que faire. Voilà. Par quel bout on attrape le problème, on ne le sait plus. Sinon, répéter des vieilles formules, et lui trouve une idée qui est de nous faire bifurquer sur la construction européenne pour reporter à échelle européenne ce que nous n'avons pas réussi dans un seul pays. Bien, on a essayé. Cette stratégie a échoué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va psalmodiant toujours les mêmes recettes, ou bien, ce qu'à nouveau, on rentre en soi-même, on fait un bilan, et on se dit on s'est trompé pour telle ou telle raison. Moi, j'ai écrit sur le sujet parce que j'ai analysé le capitalisme de mon époque, j'ai sorti des textes, je les ai proposés au vote de mes camarades socialistes. Bon, voilà. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçu que nous étions en divergence complète. Ça n'avait plus de sens pour moi de me dire je vais modifier le cours du fonctionnement du Parti socialiste. Ce n'est pas possible. Et le moment de ce divorce, c'est 2005. C'est-à-dire le moment où, alors que nous étions en état de tirer le bilan de l'échec de la stratégie de Maastricht, que je faisais, au lieu de faire le bilan de cet échec, on a dit non, il en faut encore plus. Et on continue toujours dans la même direction. Donc moi j'ai dit à ce moment-là non, et je me suis aperçu de deux choses. D'abord, de la profondeur de la divergence. Honnêtement, on ne se comprenait plus, on ne parlait plus de la même chose. Eux étaient scandalisés, ceux qui étaient pour le oui, de mon attitude, et moi, j'étais également scandalisé de la leur. Premier élément. Et deuxième élément, qui n'est pas le moins important, c'est qu'alors que le peuple vote non, la réponse du parti à ce moment-là, c'est pas de dire tiens, il y a peut-être une erreur, ça vaut la peine de réfléchir. Non, ça a été de dire tous ceux qui ont voté non sortent de la direction du parti, et le parti a décidé que ça serait oui. Et les parlementaires socialistes ont voté le traité de Lisbonne ensuite au Congrès dans leur majorité. Donc il y avait là un acte de rupture, mais qui est politique, qui ne tient ni aux personnes, ni aux valeurs, ni aux principes, mais qui est une évaluation. Donc je pense, moi, maintenant que le capitalisme ce capitalisme-là est allé à une de ses limites que nous observons, que nous voyons. C'est un capitalisme qui repose sur l'économie de crédit, qui repose sur la finance transnationale, et nous sommes en train d'observer ses limites. Face à ces limites, la réponse qu'apporte le Front de gauche, c'est la révolution citoyenne. Face à ces limites, la réponse qu'apporte la social-démocratie, c'est Papandréou. C'est-à-dire, on accepte d'entrer... Attendez, je cite Papandréou parce qu'il est président de l'Internationale socialiste, parce qu'il était Premier ministre de son pays, et que les deux autres premiers ministres socialistes en exercice à ce moment-là, M. Zapatero et M. Socrates au Portugal, les deux ont fait le même choix. Par conséquent, ça serait une naïveté incroyable de ma part de me dire il suffit qu'on aille dans un meeting, remuer les bras, parler de République, de dire je fais la guerre à la finance, pour pas m'apercevoir que c'est avec un pistolet à bouchon. Alors... Voilà l'explication. Donc, je ne sais pas si vous y répondez. Absolument, on va continuer, vous m'avez volé ma question suivante, Jean-Luc Mélenchon, mais je vous la repose. Est-ce que vous voyez si peu d'évolution que ça, vous venez de le dire, est-ce que vous voyez si peu d'évolution que ça dans le discours de François Hollande le dimanche dernier, justement sur le capitalisme financier? Est-ce que vous n'estimez pas que pour la social-démocratie française, pour le social-libéralisme français, c'est tout de même un pas en avant que vous devriez saluer? Mais je ne vois pas d'abord quel est l'intérêt que je salue celui-ci et celui-là, comme le chapeau à la main, comme les gens de bonne compagnie. Ça ne présente aucun intérêt. Je suis un homme qui est engagé dans un combat, ne m'intéresse que ce qui me donne prise. Voilà. Bon, quand Hollande fait un discours, je le prends au sérieux, François Hollande. François Hollande n'a pas attendu cette élection-là pour se choisir un cap et avoir une doctrine. Il est même, ce que peu de gens savent, l'homme qui le premier a introduit en France la doctrine de Clinton, qui est ensuite devenue celle de Blair, et ainsi de suite. Son premier texte sur le sujet date de 1984. Alors c'est vous dire que cet homme n'improvise pas. Donc je ne peux pas, quand je le vois entrer en campagne, penser